L'illusion de la liberté de parole, en fait, c'est un enregistrement pour le mois de juillet de l'année 2022. Les gens ne sont pas libres dans leurs paroles. Et en contexte involutif, c'est pas propice par rapport à ça. Faut réaliser que derrière la parole, il y a une programmation qui relie la personne au plan astral, donc par rapport à des forces en voie d'évolution, et par rapport à l'esprit, qui peut chercher à rehausser le niveau. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ce qui va activer la personne pour parler, c'est soit des forces astrales ou des forces qui relatives au plan éthérique, le plan de l'esprit. C'est des courants d'énergie. Si la personne est trop dans le désir de parler, bon, ben, elle va parler avec, elle va véhiculer de l'astral à travers sa parole. Donc, c'est dans le désir subjectif de parler. Si la personne est mise en vibration par l'esprit pour parler, mais qu'en tant qu'égo, sa conscience n'est pas totalement épurée du mémoriel, bon, ben, elle va véhiculer un peu de l'esprit, mais qui va être coloré par de l'astral. Donc, derrière l'impulsion à la communication, il y a soit une mise en vibration au niveau astral, au niveau de l'esprit. Puis par la suite, il va y avoir des forces qui vont être favorables ou non à l'expression d'un ou l'autre de ces niveaux de réalité. Donc, par rapport à ça, ben, ce qu'il y a à dire, c'est que dans certains cas, c'est intelligent de se censurer lorsqu'on est pour prononcer une parole qui nous lie psychiquement au plan astral, ou pas participer et à la mise en puissance et participer au maintien de la mise à puissance du plan astral à la surface de la Terre, qui garde les gens dans un état d'esclavage psychique. Donc, la censure de la parole, est-ce que j'ai déjà eu à en faire beaucoup dans ma vie? Et c'est sans doute pas fini. Pourquoi? Ben, parce que sous l'impulsion d'une pensée astrale, eh bien, le réflexe, c'est d'avoir une parole astrale, puis il faut être capable de voir le mouvement avant que ça s'articule. Et on a le contraire aussi, on a le mouvement d'esprit pour parler, mais l'astral peut amener à censurer ce mouvement-là pour empêcher le rayonnement d'une parole régénératrice à la surface de la Terre. Donc, quelqu'un est mis en vibration par l'esprit pour parler, puis là, l'astral peut, dans le fond, faire interférence en mouvement, en induisant dans le mental que « Ah ben là, c'est pas le temps de dire ça alors que c'est le temps », puis la personne s'auto-censure. Donc, dans certains cas, dans l'auto-censure de la parole, il peut y avoir de l'intelligence, puis dans d'autres cas, non. C'est une question de discernement. Et la gestion de la parole, c'est quelque chose qui demande une forme de vigilance psychique extrêmement aiguisée, parce que la parole peut créer des chocs vibratoires extrêmement importants là, si on y prend pas garde. Donc, et amener des réajustements. Donc, en fait, récemment, j'avais fait un enregistrement où je faisais allusion que j'avais été au Cidebo en tant que non injecté. Là, j'avais retrouvé mon droit d'aller au Cidebo, au restaurant, et j'avais mentionné dans l'enregistrement que, bon, j'avais vu des personnes âgées qui portaient le masque, ils l'enlevaient pour manger du popcorn, puis ils le reportaient. Puis bon, je trouvais ça curieux comme comportement parce que, dans le fond, quelqu'un qui mange du popcorn au cinéma, il remet le masque. En tout cas, je doute de ce que c'est un comportement qui est sécuritaire là, pour empêcher d'attraper un virus. Là. Puis là, j'avais dit ça avec une pointe d'humour. Donc, une forme de pointe aussi que je trouvais ridicule, le comportement de ces gens-là. Et là, il y a une personne que ça a choqué. Puis là, la personne a pensé que je me moquais de toutes les personnes qui portent le masque, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est sûr que ça a été interprété de cette façon-là. En fait, ce que je dois dire à la personne en termes de réajustement par rapport à la parole, c'est qu'écoute, mon intention, c'était pas de te blesser. En fait, je comprends que s'il y a des gens qui ont en fait la vibration de porter le masque ou d'être injectés par rapport à une substance
En fait, le point, c'est que les gens qui portent ou non le masque, c'est pas de mes affaires. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est le réajustement. Donc, je suis pas. Si les gens veulent porter le masque, ça leur appartient, là. C'est sûr que s'il y a d'autres vagues là, par rapport au virus, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est sûr, au niveau de la parole, c'est de me mêler de mes affaires. Moi, si j'ai pas la vibration de porter le masque au cinéma, dans des lieux publics présentement, c'est mon affaire. Et c'est sûr que les choses peuvent changer. Si je travaille réellement au niveau de l'esprit, si un matin je me réveille et je suis mis en vibration pour porter le masque, ben j'aurai à le porter. Mais l'utilisation de la parole est délicate, entre autres sur le web, parce que tout ce qui peut être dit, dans le fond, selon la sensibilité des gens, ça peut créer des chocs. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme dans ce cas-ci, c'est sûr que j'apporte des nuances à mon propos. Donc, la personne était vraiment insultée. Elle pensait que je traitais d'épais là, les gens qui portent les masques, alors que c'est pas le cas. En réalité, moi, je vois ça comme étant une décision individuelle. Même chose pour l'injection là, à une ou plusieurs doses là, en relation avec la menace de virus. Même chose pour la question de l'avortement qui est revenue là, sur la place publique là, récemment, avec la situation aux États-Unis. En fait, tous les choix de santé, la façon que je vois ça, c'est une question individuelle, selon la sensibilité de chacun, et ça doit être respecté. En fait, au niveau de l'éthique, avec le temps, j'en suis venu à la conclusion que la chose la plus intelligente à faire, pour pas me mettre les pieds dans les plats aussi, c'est avec le temps de respecter de plus en plus, d'une manière précise, une forme d'éthique au niveau de la parole. Donc, c'est sûr qu'au niveau médical, je ne suis pas médecin, donc je ne donnerai pas de conseils médicaux et je ne procéderai pas non plus à des diagnostics par rapport à certains politiciens qui nous dirigent. Bien que, dans certains cas, je me pose de sérieuses questions sur l'état de santé mentale de certains d'entre eux. Mais bon, je le ferai pas. Pourquoi? Ben, quelqu'un qui pratique un acte médical, comme de faire une recommandation médicale, comme prendre une substance ou porter un masque ou ce genre de choses-là, alors que la personne n'œuvre pas dans la santé, ben, il y a une responsabilité derrière ça. Donc, si la personne prend une substance puis elle tombe malade et elle a recommandé ça à une autre personne, ben la personne qui s'est fait recommander de prendre cette substance-là, ben elle peut se retourner contre l'autre personne. Et le Collège des médecins peut aussi porter plainte à quelqu'un qui a pratiqué illégalement un acte médical. La seule chose que je peux faire par rapport au niveau de la santé, c'est tout simplement poser des questions. Même chose pour dans d'autres secteurs où il y a des actes réservés. La seule chose qu'on peut faire, c'est poser des questions. Est-ce que c'est bon, par exemple, pour le système immunitaire que la personne prenne plusieurs doses consécutives d'une substance? Donc, une dose, deux doses, trois doses, quatre doses, et ainsi de suite, là, d'en prendre plusieurs à chaque année. On peut poser, est-ce que la personne est consciente des effets secondaires à moyen et à long terme qu'implique cette prise de substance? On a le droit encore de poser des questions. Même encore là, c'est délicat. Et au niveau médical, il y a des actes réservés. Au niveau financier, on a ce qu'on appelle des conseillers financiers qui vont être accrédités pour, dans le fond, donner des conseils. Et c'est sûr que quelqu'un qui est pas... il n'y a pas le titre professionnel de l'Autorité des marchés financiers ici au Québec qui régit l'activité professionnelle des conseillers, peut être exposé à des poursuites. Donc, si la personne elle suggère aux gens de prendre de l'or ou d'acheter des métaux, ou au contraire de prendre des actions, ensuite, ou de prendre des obligations, si elle donne un conseil financier, c'est sûr que la personne peut se mettre dans le pétrin, dans le sens que si elle n'est pas accréditée comme conseillère financier, puis elle dit à quelqu'un, à un individu, achète pour des milliers de dollars d'actions, elle peut se mettre dans le pétrin. Moi, c'est sûr que je ne donne pas de conseils donc médical ni financier.
Parce que c'est sûr que la personne peut vivre beaucoup de déceptions. Si la personne se fait dire que dans les prochains mois, un médium prévoit qu'il va y avoir la hausse des obligations ou la hausse de certaines actions après une baisse significative dans les derniers mois, bon, puis ça n'arrive pas, ben la personne va vivre de la déception. Puis j'ai déjà discuté à un moment donné aussi à un conseiller financier, puis le conseiller financier faisait lui-même attention de ne pas faire des prédictions pour l'avenir. Pourquoi? Ben parce qu'il sait très bien que si il dit aux gens de prendre certaines choses, que par exemple tel type d'action va augmenter dans les prochains mois, puis ça n'arrive pas, ben la personne va être déçue. Puis la personne, ça se peut qu'elle ne voudra plus faire affaire avec elle. La personne peut dire qu'en tant que conseiller financier, c'est très délicat, peut dire qu'il y a telle tendance présentement qui s'observe. Mais tout ça, tout ce qui touche à l'avenir est extrêmement délicat. Et puis, ensuite, la personne, c'est sûr qu'au niveau de l'éthique de la parole, bon, ben, pour un choix de carrière, il y a des conseillers d'orientation qui s'occupent de ça. C'est sûr, si la personne a dit une personne va faire tel métier, puis la personne s'inscrit à un cours, puis elle aime pas ça, puis elle perd de l'argent. Donc, la responsabilité peut être quand même assez lourde. Puis même les professionnels, que ce soit conseiller d'orientation, conseiller financier, ils peuvent pas connaître l'avenir ou à savoir si telle carrière, ça va avoir vraiment du succès dans l'avenir, puis à quel point. La personne peut dire, ben, il y a une tendance à la hausse pour tel domaine, mais la personne ne peut pas garantir que si elle fait un cours de 2D, que l'autre va nécessairement avoir un emploi là, par la suite, parce qu'il peut y avoir des changements importants et on est dans une période, entre autres au niveau international, où il y a plusieurs crises qui se déroulent. Donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense, par rapport à ça. Donc, la guerre en Europe de l'Est, ensuite la crise liée à la gestion sanitaire international. Si on regarde là, notamment qu'est-ce qui se passe en Chine, ça a eu de l'impact sur l'exportation. Ensuite, il y en a certains qui vont parler aussi de crise climatique qui se déroule présentement. Crise aussi qui peut être liée à une période de récession qui s'installe là, dans certains pays. Donc, on est au carrefour de plusieurs crises, de l'instabilité. L'éthique de la parole, c'est dans plein de domaines, en réalité, au niveau alimentation. Dans le sens que si la personne n'est pas diététicienne, puis elle dit à la personne de prendre certains aliments pour maigrir, alors qu'elle a déjà des problèmes de santé importants, puis la personne, ça augmente son diabète, ou au contraire, tu sais, ça peut avoir plusieurs impacts. Fait que là, si la personne donne des conseils et la personne, ça tourne mal le régime minceur qu'elle propose ou l'alimentation, bon, ben, elle a une forme de responsabilité. Bref, tout ça m'amène à réaliser qu'avec le temps, avec les années, lorsque j'en fais l'étude, comme je fais des enregistrements qui sont diffusés devant le public, ben, c'est d'avoir une éthique au niveau de la communication. Une éthique qui m'a amené, entre autres, à répéter souvent « Ne croyez pas ce que je dis, mais vérifiez si c'est réel par vous-même ». Et aussi, ben, de ne pas donner de conseils par rapport à dire quoi faire, en fait. C'est même pas de donner des conseils, c'est de dire quoi faire aux gens au niveau, entre autres, médical, financier, alimentation, choix de carrière, parce que ça peut être préjudiciable là, par rapport à des gens qui sont plus vulnérables. Et c'est sûr que je m'occupe de ma vie en passant, observer qu'est-ce qui est réel pour moi, mais je vois les limites de la parole. Et c'est sûr que quelqu'un qui a une certaine sensibilité, qui peut avoir une capacité de faire une forme de voyance, ça peut être tentant de se prononcer par rapport à ces différents aspects auxquels je fais allusion depuis allusion tantôt. Mais il faut faire attention parce que la personne peut être piégée par l'astral. Tant que la personne n'a pas épuré psychiquement totalement sa conscience, sa parole peut être colorée et à un moment donné, elle peut voir clair par rapport à certaines choses 95% du temps, mais il suffit que 5% ne voit pas clair ou qu'il est récupéré par le désir subjectif et spirituel d'aider la personne pour être manipulé pour dire certaines choses. Ça me faisait penser un peu
présentement, mon propos au niveau de la santé, il m'était venu en tête l'histoire d'une personne qui est guérisseuse et qui procédait des guérisons, qui fait des soins énergétiques, des soins de santé. Et la personne avait été piégée par une autre journaliste qui s'était mis à pleurer devant elle ou à faire pitié pour lui demander un conseil médical. Et la personne s'est laissée attendrir par rapport à elle et elle lui a donné un conseil. Et là, le journaliste a dévoilé son jeu en disant, regardez, vous n'êtes pas membre de l'Ordre des médecins, donc vous n'êtes pas habilité pour donner un conseil médical. Et la personne, la manipulation qu'elle a connue par le journaliste, elle l'a payé cher parce que là, elle a été sur la place publique là, suite à ça. Et c'est sûr que, il y a des gens dans le domaine de la haute spiritualité, si je pense entre autres aux journalistes d'enquête de TVA qui ont essayé de prendre en défaut là, certaines personnes là, qui œuvrent dans le domaine là, de la guérison. Là, et il y a des journalistes qui veulent bien faire, puis oui, il peut y avoir des gens qui ont des facultés de guérison, mais qui sont naïfs et qui manquent d'ajustement. La réalité est extrêmement complexe. Il y a des gens qui sont de bonne foi, puis ils vont percevoir des belles choses, puis comme ils s'auto-censurent pas, sous une forme d'impulsion astrale de haute spiritualité, ils vont dévoiler des choses à des gens, et par la suite, ça peut se retourner contre eux. Donc, la parole peut créer de nombreux chocs. Et là, je l'ai vu récemment, parce qu'il y a une personne qui était très offusquée par rapport à la question du masque. Et là, c'est pour ça que je parle, pour comme réajuster mon propos en disant que c'est normalement là quelqu'un qui porte au nom un masque, si elle a le porté régulièrement pour des raisons qu'elle a un problème de santé ou un proche, c'est sûr ça y appartient, c'est pas de mes affaires. Donc, c'est ça que je voulais mentionner, entre autres aujourd'hui, mais je voulais en venir aussi sur la question de la liberté d'expression, parce qu'en réalité, ce que je réalise, au fil du temps, c'est que les gens ne sont pas libres au niveau de la parole. Les gens qui sont dans les médias traditionnels, que ce soit les chaînes de TV, si on pense à TVA, tant que la personne, en tant que communicatrice, vit de la publicité qui provient d'entreprises privées, elle ne sera pas la bienvenue pour porter un regard critique à l'égard de ces entreprises privées. Donc, tant qu'elle a des commanditaires, c'est sûr que c'est difficile d'être objectif par rapport à un commanditaire. D'ailleurs, un adage qui dit « La personne ne va pas mordre la main qui la nourrit ». Donc, et ce qui devient plus pernicieux, c'est comme on l'a vu depuis le début de la crise sanitaire, c'est que le gouvernement a dépensé des quantités colossales d'argent pour faire de la publicité dans des médias privés. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les journalistes de ces médias-là privés ne sont pas les bienvenus pour remettre en question la nature de la crise qu'on nous dit qui se déroule depuis plusieurs mois. Donc, les fondements de la crise, parce que la publicité repose sur le précepte, sur l'idée qu'il se déroule une crise. Puis, eux autres reçoivent des millions comme ça, puis c'est sûr que ce qu'il faut réaliser, c'est que dans le cadre d'une crise, s'il y a des gens qui ont à faire faillite, ça va être les petites et moyennes entreprises privées. Ensuite, les gros joueurs de l'industrie privée. Puis en dernier lieu, le gouvernement. Donc, à ce moment-là, les gens sont encore les moins bienvenus pour critiquer le gouvernement parce qu'ils savent très bien que les petites ou moyennes entreprises qui peuvent les supporter davantage dans une optique de liberté d'expression, voir qu'il y a certains propriétaires qui auraient un regard critique par rapport à certaines mesures mises en place par le gouvernement, eux autres, s'ils vont dans le sens de ces petites et moyennes entreprises qui ont une plus grande indépendance, ils savent très bien que tantôt, eux autres, s'ils font faillite, ce qui va rester, c'est le gouvernement. Et si on porte un regard trop critique par rapport à certaines politiques mises en place par le gouvernement, ça se peut que
les responsables du gouvernement sont moins tentés de dépenser de l'argent pour afficher de la publicité dans le média. Et s'il n'y a plus de revenus publicitaires, eh bien, ça représente le déclin du média. De masse, là. Donc, il y a toute une dynamique derrière ça, là, par rapport à l'argent, qui fait en sorte que les gens dans les médias de masse ne sont pas les bienvenus pour s'exprimer d'une manière totalement libre. Ensuite, dans les médias qui sont subventionnés par le gouvernement, donc comme la radio d'État de Radio-Canada. Bon, ben j'ai connu personnellement quelqu'un qui a travaillé pendant de nombreuses années sur les ondes de Radio-Canada. Et la personne a fait une dépression pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, bien, c'est sûr qu'elle n'était pas à l'aise avec le fait qu'elle ne pouvait pas dire tout ce qu'elle voulait. Elle a failli écrire un livre, ce qu'elle me racontait, une fois sa carrière de communicatrice au sein de Radio-Canada complétée, se rapportant au concept qu'elle, dans le fond, elle recevait de l'argent pour ne rien dire de significatif ou qui pourrait mettre en question le système. Donc, il y a une forme de complaisance par rapport à sa parole. Et c'est sûr que cette personne-là qui a œuvré pendant plusieurs années à Radio-Canada, et c'est avant le temps de la crise sanitaire en passant, il y a beaucoup de règles à respecter auxquelles elle devait se soumettre. C'est sûr que par rapport à la diffusion d'émissions au public, eh bien, dans certains cas, par rapport à des entrevues qu'elle faisait, bon, ben, il y avait un droit de regard par rapport à un conseiller juridique de Radio-Canada pour voir si telle chose se disait ou non, qui a été recueilli par rapport à certaines personnes et par rapport à ce qu'elle disait aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a une charte éthique qu'elle doit respecter pour avoir des propos sexistes, racistes et ainsi de suite. Donc, une charte éthique, oui, on peut comprendre certains éléments. Il ne faut pas que ce soit des propos haineux, etc. Sauf que ça allait quand même assez loin de ce qu'elle me racontait. Et c'est sûr que ça participait au fait qu'elle n'était pas à l'aise au travail, qu'elle a fait une dépression. Il y a d'autres variables aussi. Dans son cas, elle était parvenue à devenir une animatrice radio vedette. Or, lorsque la personne a de l'audience, de l'auditoire, de la visibilité médiatique, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne risque d'être attaquée par d'autres animateurs, par des gens qui sont jaloux au sein de la station. Chose qu'elle me dit que c'était arrivé là, par rapport à elle. Là. Il y avait des gens jaloux, des gens qui racontaient que elle recevait des lettres de félicitations et les lettres étaient jetées, puis elle recevait juste les lettres d'insultes de la part des auditeurs. Donc, les lettres étaient filtrées avant qu'elle n'en prenne connaissance. Et c'était fait de façon assez pernicieuse pour l'amener à tout le temps se sentir incompétente. Donc, sur plusieurs années, et à un moment donné, bien, elle a retrouvé des lettres de félicitations dans des poubelles qu'elle n'a pas eues. Pourquoi? Ben, il y avait des gens qui étaient jaloux d'elle. Et c'est sûr que, dans le fond, dans un contexte de compétitivité où l'astral est en puissance, et ce qui fait en sorte que je l'ai vu aussi, la jalousie là, au niveau des médias de masse, là. Comment que ça pouvait s'articuler, puis un animateur fait un coup bas là, par rapport à un autre. Et c'est sûr que Jean Cazot, qui était sur la place publique pour animer une émission d'affaires, justement d'affaires publiques régulièrement, a été critiqué par là, des adversaires là, parce qu'il parlait d'ufologie. Donc, que c'était mal vu il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus pris au sérieux, mais quand même... Pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, c'est que les gens sont attaqués dans leurs paroles la minute que les gens deviennent sur des médias de masse, sont critiqués. Bon, qu'il y ait une scène critique, donc dans l'optique constructive, je ne m'y oppose pas, mais souvent ce qui arrive, c'est que il y a une compétitivité très grande qui amène de la jalousie puis des attaques personnelles. Donc, dans certains cas, ça débouche sur des poursuites judiciaires. Tout ça, c'est très délicat, la parole. Et ce que je réalise, c'est que la personne n'est pas bienvenue pour parler librement dans les médias de masse.
pour des raisons de financement. Ensuite, au niveau, que ce soit des médias de masse au niveau public ou privé. Ensuite, la personne peut voir à travers l'Internet une forme d'Eldorado, là. Donc, d'un lieu où ce que la parole va être plus libre. Alors qu'en réalité, il y a c'est sûr qu'il y a une charte, la liberté de parole n'est pas absolue là, sur les réseaux sociaux. D'un côté, les réseaux sociaux peuvent être accessibles gratuitement pour l'individu, mais en contrepartie, cette gratuité a un prix dans le sens qu'elle doit respecter une charte éthique qui est déterminée par les propriétaires des réseaux sociaux. Bon, il y a des choses qui peuvent être compréhensibles dans le sens que la personne n'a pas de propos sexistes, racistes qui incitent à la haine des autres êtres humains. Ça, je peux comprendre. Par contre, dans le cadre de la pandémie, on a vu que les réseaux sociaux, il y en a plusieurs qui ont exercé une censure grandissante et qu'il y a des plateformes qui, par rapport à tout élément qui remet en question le narratif officiel, ont amené une très grande censure. Alors qu'en tant que tel, c'était pas des propos haineux qui étaient tenus. Donc, et il y a différents médias sociaux. Il y en a qui sont un peu plus ouverts à la liberté d'expression. Si je pense entre autres au Odyssey. Donc, où ce que là, il y a plus de gens qui vont apporter un regard critique là, par rapport à la gestion de la pandémie, de ce que j'ai vu, ou de parler librement par rapport à elle. Donc, présentement, mais on sait très bien que toutes les choses peuvent changer dans le temps. Tout ça pour dire que la liberté d'expression, que ce soit dans les médias de masse, ensuite les médias alternatifs, il y a toujours des contraintes. C'est sûr que sinon, si la personne est propriétaire d'un site Internet, et encore là, ça se peut que le serveur ait une charte éthique, ou ça se peut que, tout dépendant le lieu où ce qui est logé, le site web, ben, elle peut avoir à se plaindre, à se plier à certaines règles, et ainsi de suite. Puis en même temps, ben, ça coûte de l'argent. Et c'est sûr que la liberté d'expression, elle a un prix. Dans le sens que quelqu'un qui travaille pour un média de masse et qui a rendre des comptes à des publicitaires, plus qu'il rend compte à des publicitaires, plus que de publicitaires, plus qu'il peut avoir d'argent, mais en contrepartie, plus qu'il faut qu'il fasse attention pour pas parler à l'encontre des publicitaires. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas une liberté totale. La personne qui dépend du gouvernement, ben c'est sûr qu'elle n'est pas avec un média, dans le fond, qui est propriété d'État, ben elle n'est pas la bienvenue pour parler contre le gouvernement par rapport à les fondements de la gestion de crise ou des trucs comme ça, naturellement. Ensuite, la personne sur le média alternatif, bon, ben, c'est sûr que si la personne a pas beaucoup d'auditoire, ben, ça devient illogique de se payer un site web pour faire la diffusion d'enregistrements. Par contre, si elle rend ça gratuitement, ben, limiter elle-même dans sa parole. Et moi-même, j'ai décidé d'aller sur des plateformes gratuites et je suis limité dans ma parole. À un certain niveau. Par contre, c'est sûr que je peux parler de sujets que je parlerai pas là sur certains médias de masse. Donc, parler de conscience supramentale, pour l'instant, j'ai l'impression que je ne serais pas le bienvenu pour le faire. Donc, j'ai une certaine marge de liberté, mais elle n'est pas absolue. Et en contexte involutif ou même évolutif, la liberté de l'individu n'est pas absolue. Donc, tant que la personne oscille entre l'involution puis l'évolution, puis il y a un jeu de force que la personne peut passer de l'astral au plan mental, à avoir l'impression d'avoir un libre arbitre, mais à mesure que la personne psychiquement délaisse le plan astral pour s'aligner avec le plan mental, eh bien, à ce moment-là, la parole va suivre une ligne directrice vibratoire qui va faire en sorte que la personne va, comme mentionné d'entrée de jeu dans le cadre de l'enregistrement, exercer une forme de communication qui va viser à véhiculer une vibration particulière. Donc, elle va tenir certains propos plutôt que d'autres. Et il y a une hiérarchie vibratoire qui est derrière les contenus qui sont diffusés par des enregistrements. Donc, le plan mental est hiérarchique. Donc, quelqu'un qui œuvre à partir de l'instruction supramentale, ses actions, ses paroles sont hiérarchisées dans le sens que
il y a une éthique qui fait en sorte qu'il y a une vibration qui est plus élevée dans tel type de propos plutôt que tel autre. Comme par exemple, on peut le voir avec une façon extrêmement simple. Lorsque la personne parle et qu'elle se raconte, c'est plus bas vibratoirement que si la parole est en relation avec l'émission d'une vibration de contenu nouveau, où la parole n'est pas teintée de réflexion. Donc, il y a des constats énergétiques qui se rapportent à la parole. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que l'être humain qui se conscientise va avoir accès à une liberté de parole plus grande dans le public? La réponse qui me vient en tête, c'est non. Pourquoi? Parce que plus que la personne devient consciente, plus qu'elle peut émettre vibratoirement à travers la parole une vibration qui est élevée et plus qu'elle peut engendrer des chocs, ce qui fait en sorte qu'elle doit avoir une éthique proportionnelle par rapport à la parole, parce que sans ça, eh bien, il y a des gens qui vont réfléchir sa parole puis vont se mettre en opposition par rapport à elle. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que lorsque la personne est inconsciente, lorsque la personne est spirituelle, elle peut croire que de dire la vérité à tout le monde en tout temps, c'est beau, c'est un idéal. Lorsque la personne est inconsciente, elle va mentir pour tirer profit, avantage de la désinformation. Lorsqu'elle conscientise puis elle spiritualise, elle peut dire « Ah non, c'est pas beau mentir, je vais dire la vérité tout le temps. » Et lorsque la personne atteint la conscience supramentale, en fait, la conscience supramentale qui vient vers elle, elle la déspiritualise, puis elle fait réaliser que toute chose n'est pas bonne à dire aux gens, et finalement l'amène à voiler sa parole et à œuvrer en fonction des lois du voile de l'énergie. Donc, quelqu'un qui se conscientise, il y a des choses qui lui sont révélées, mais c'est pas parce qu'elle a accès individuellement à certaines informations dans sa psyché qu'elle est bienvenue pour la communiquer, ces informations, au public au large. Et en lien avec ça, on peut penser à l'activité de communicateur qui n'étaient pas les bienvenus de parler explicitement vibratoirement ce qu'ils captaient par rapport à l'avortement là, dans les années 80. Aujourd'hui, vibratoirement, de parler ouvertement de la question de l'avortement devant le public, certes, ça demeure quand même délicat, parce qu'on peut heurter la sensibilité de personnes, mais en même temps, au niveau vibratoire, la vibration est plus là pour en parler qu'autrefois. Et elle sera là davantage demain. L'ouverture de la conscience des gens qui appartiennent à la collectivité se fait d'une manière progressive, du jour au lendemain. Et d'amener trop d'informations sur la place publique rapidement, c'est pas souhaitable parce que ça va créer des chocs énergétiques qui vont être difficiles à rééquilibrer par la suite, surtout si c'est des gens qui sont instables sur le plan émotivement. Et par rapport à moi qui fait au fil du temps des enregistrements, c'est sûr que je réalise dans le passé, j'avais l'illusion spirituelle à l'effet que, plus que je vais me conscientiser, plus que je vais être capable d'avoir accès à de l'information puis d'en diffuser. Mais en réalité, ce n'est pas réel. Si je suis les lois d'énergie, tout est déterminé vibratoirement, à savoir qu'est-ce que je peux dire à qui, à quel moment. Même chose par rapport aux enregistrements que je fais dans le public. Il y a des sujets dans le passé que je voulais aborder en tant qu'ego. Que je n'ai pas pu aborder et probablement que je n'aborderai jamais dans le cadre d'enregistrements publics. Ou si je les aborde, je pourrais pas tout dire ce que je perçois. Pourquoi? Parce que j'ai pas la vibration d'agir ici. Et si j'agis ici pareil, je risque de créer des chocs énergétiques. Et à ce moment-là, c'est pas mon objectif fondamentalement. Mon objectif, c'est de véhiculer certains éléments qui vont participer à un développement de conscience, qui vont être propices à ça. Mais toute la question de la parole est délicate parce qu'à un moment donné, la personne peut être prête à entendre certains propos,
Puis, à un moment donné, ben la personne est fragilisée, fait qu'elle est plus prête par rapport à ça. Mais à un moment donné, je contrôle pas tout non plus. Puis si je le réfléchis, ben c'est sûr qu'à un moment donné, l'analyse paralyse, je ferai plus rien. Je parlerai plus dans le cadre d'enregistrement. Je vais être juste dans l'autocensure. Trop d'autocensure, c'est pas sain pour une société parce que ça amène la société. Si les gens ne parlent plus parce qu'ils veulent plus déplaire ou ils ont peur, etc., ou ils vivent à l'astral, bon, ben, c'est propice à ce que on crée un climat social de peur où les gens ne sont pas les bienvenus pour remettre en question, par exemple, certaines mesures gouvernementales. Donc, on vit dans une forme d'omerta. Et puis, la question de la parole est extrêmement délicate parce qu'il y a beaucoup d'illusions par rapport à la parole. Donc, de dire n'importe quoi, c'est pas un signe de liberté ni d'intelligence. Parce que là, il y a des gens qui vont avoir comme conception que la liberté d'expression, ça te permet de tout dire. Et en réalité, vibratoirement, tout n'a pas à être dit. Puis d'ailleurs, la personne va faire des efforts. Si la personne est... Tu sais, par exemple, je suis en contact avec mes beaux-parents qui n'ont pas à entendre parler de conscience supramentale. J'ai pas la vibration qu'ils ont à vivre ça. Ils ont passé 80 ans, qui n'ont pas été exposés à ça. Puis moi, je veux amener ça parce que je veux les ajuster à une vibration plus élevée avec un désir subjectif, alors que ça me dit intérieurement que c'est pas le temps. Ben, je risque de créer de l'opposition par rapport à eux si j'amène ça. De parler de sujets en lien avec la conscience ou de chercher à véhiculer une vibration, je pourrais me les mettre à dos. Ça serait pas intelligent là, d'agir ainsi. En fait, plus que la personne a accès à une parole qui est puissante et plus que d'une manière inversement proportionnelle, elle doit avoir une vigilance qui va être puissante. Parce que la parole peut, comme mentionné tantôt, créer des chocs énergétiques. Elle peut créer des conflits aussi. C'est sûr que moi, en tant qu'individu, la question du dévoilement progressif du réel à la population, dans certains cas, c'est pas pendant leur existence présente que les égos ont été exposés à ça. Je peux comprendre ce qui se passe. Par contre, moi, c'est sûr qu'au niveau intra-psychique, c'est-à-dire dans ma propre psyché, lorsque je pose une question à l'esprit, je vais avoir une réponse. Donc, c'est sûr que je suis conscient que j'ai pas nécessairement à véhiculer la réponse à tout le monde là, sur le web. Parce que ça se peut que ça ne soit pas le temps de parler de ces sujets-là et que pour beaucoup de personnes, ça soit une perte d'énergie. Mais j'ai à avoir clair par rapport à moi-même, surtout par rapport à mon existence, c'est-à-dire les programmations auxquelles je suis exposé. J'ai, en tant qu'individu, j'évalue que j'ai le droit de comprendre ma vie. Pourquoi que je subis certaines programmations plutôt que d'autres. La communication intrapsychique que je peux avoir par rapport à mon esprit, c'est à un niveau. Par contre, ce niveau-là n'a pas nécessairement être véhiculé à tout le monde, là, comme à mes beaux-parents ou des membres de la famille ou certains amis. Puis je vais me reposer aussi. Tu sais, quelqu'un qui véhiculerait tout le temps de l'information à caractère vibratoire à tout le monde en tout temps, ça demande de l'énergie. Pourquoi? Ben parce que la personne va être exposée à l'astralité et aux résistances des gens. À moins que la personne soit exposée à des gens qui ont tous des égos transparents dans son environnement, ce que je doute fort à l'époque actuelle. Bon, ben les gens ne seront pas capables de contenir la parole, donc ils vont diffracter l'énergie qui peut être véhiculée par elle. Puis qu'est-ce qui en résulte de ça? Bon, ben ça résulte que il peut y avoir des oppositions. Pourquoi? Ben parce que l'énergie éthérique va chercher à déloger l'astral au sein des gens. Lorsque c'est le temps, là, l'esprit va mettre en vibration pour la personne de véhiculer de l'énergie éthérique pour déloger l'astral. Et c'est la personne qui véhicule l'énergie éthérique qui peut vivre l'opposition par rapport à l'entité astrale au sein de l'autre personne qui entend les propos, qui n'a pas envie d'être délogée. Et là, à ce moment-là, ça crée de l'opposition. Et un autre aspect en passant qui est intéressant à savoir, c'est que la personne peut refuser des mandats. Moi-même, intérieurement, j'ai été mis en vibration pour dire des choses à certaines personnes. Puis là, j'ai dit à l'esprit, tu trouveras quelqu'un d'autre pour lui dire telle chose à telle personne.
Je suis tanné de jouer le rôle du messager, là. Non, vous utiliserez quelqu'un d'autre, là. Moi, puis je vis des oppositions, puis je reçois pas une crise de scène par la suite par rapport à ça. Non, ça m'intéresse pas. Tu sais, la personne peut statuer aussi certaines choses, dans le sens qu'à un moment donné, de servir des... Tu sais, je pense à des médiums dans le domaine de la spiritualité qui... je pense entre autres à un médium ce que j'ai entendu parler au Brésil, qui faisait des soins énergétiques. Puis là, il y avait plein de milliers de personnes qui allaient le voir à chaque année. Puis la personne, elle travaillait. À un moment donné, c'est épuisant pour la personne à être tout le temps en mode travail, puis à être soumis à une programmation astrale qui la garde dans une dynamique d'utiliser soit sa parole ou ses mains pour faire des gestes dans l'optique des guérisons. Là. Donc, il y a une forme d'esclavage derrière ça. La personne, d'un côté, elle pense qu'elle est libre parce qu'elle a accès à ce qu'on va appeler un don, une capacité, mais en réalité, elle peut être récupérée par rapport à ça. Une personne qui se conscientise peut être récupérée par sa parole. Si la personne se croit missionnée, elle peut être récupérée spirituellement par la croyance qu'elle doit faire des enregistrements à tous les jours, puis s'épuiser avec ça si réellement elle n'a pas la vibration par rapport à ça. Donc, il peut y avoir une récupération astrale, ou même au niveau de l'esprit, si ce qu'elle dit est très ajusté, mais que la personne, au niveau du corps physique, ça lui crée une forme de fatigue, ben, c'est pas intelligent de parler tout le temps. La personne qui intègre le principe aussi de l'amour de l'être humain pour l'être humain, un peu comme la personne peut le faire avec ses enfants, elle ne cherchera pas à apporter certains éléments d'information d'une manière précoce, là, d'une manière à créer des chocs aux enfants là, en les exposant à certaines réalités de la vie là, alors qu'ils sont en bas âge, soit de manière prématurée, parce que c'est pas intelligent. Chaque chose en son temps. La personne ne cherchera pas à amener les enfants dans un mouvement de conscience puis leur parler en bas âge d'instruction supramentale alors que c'est pas le temps pour ça. Et, la réelle instruction supramentale va venir à l'individu. C'est sûr que oui, quelqu'un peut servir d'intermédiaire si la personne est réellement mise en vibration par rapport à ça. Mais si la personne le fait par un désir d'ego en disant « Ah ben moi, mes enfants vont être conscients de tout ça, vont être conscients de ci », puis moi, mes enfants vont être plus avancés que tel autre enfant, et ainsi de suite. Puis elle le fait avec un désir d'ego, avec une forme d'orgueil spirituel derrière ça. Bon, ben, ça va créer des chocs énergétiques, puis ça se peut que ça participe à mettre les enfants à dos par rapport aux parents. Puis là, après ça, les parents sont confrontés à une situation où les enfants se révoltent à l'âge de l'adolescence. Et là, les parents comprennent pas parce qu'ils vont dire, ben là, on leur a présenté l'instruction justement pour pas qu'il y ait des conflits avec eux. Puis le paradoxe, c'est que ça crée des conflits d'être exposé à ça d'une manière précoce. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas agi en fonction de la vibration de l'instruction. Être conscient de l'instruction au niveau des mots, des paroles, des principes qui ont été véhiculés dans le passé, c'est une chose. Mais avoir un rapport vivant par rapport à l'instruction dans sa nature fondamentale, c'est-à-dire vibratoire, en est une autre. Et tout ça, cet enregistrement-là qui a trait à la parole pour dire qu'il y a toujours des retombées par rapport à une parole qui est émise dans le monde. Et il y a quelque chose qu'il faut lâcher prise, dans le sens que moi, en tant qu'ego, si je veux pas créer de choc par rapport à la personne qui écoute les enregistrements, ben à un moment donné, je suis mieux de pas en faire, là. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont être heurtés par rapport à des propos tenus dans les enregistrements. Pourquoi? Ben, parce que ce qui est totalement ajusté par rapport à moi, advenant que je réussis à en véhiculer, ne sera pas totalement ajusté par rapport aux autres. Et chaque personne a une vibration qui est individuelle et il y a des différentiels énergétiques qui s'observent entre une personne et un autre. Tant qu'il y a des différentiels énergétiques en relation avec des individus et puis des écarts, plus que l'écart vibratoire est important entre deux individus, et plus que les chocs énergétiques peuvent l'être également en conséquence, et c'est normal. Donc, avec le temps, c'est sûr que dans un sens, je suis privilégié parce que avec ma compagne, je peux lui parler de plein de sujets, puis la perception que j'en ai, c'est que ça va pas la choquer, mais elle est habituée à moi, là, tu sais, ça fait au-dessus de 10 ans que je parle avec elle, là. Donc, je peux parler de sujets en lien avec la conscience, puis elle a une bonne capacité d'absorption, puis régulièrement aussi,
d'une manière intentionnelle, même si ça fait plusieurs années que j'en connais, au-dessus de 10 ans, puis que j'y parle, de manière volontaire, je vais y tendre des perches, je vais y ouvrir la porte en disant, ben là, si à un moment donné, t'es tanné de m'entendre parler de certains sujets, gêne-toi pas pour me le dire. Des fois, je parle d'un sujet, puis des fois, je peux parler longtemps. Je parle avec elle souvent le soir au téléphone, puis à un moment donné, je peux partir à parler d'un sujet pendant une demi-heure. Ben, ou comme vous le voyez, je fais des capsules audio, puis des fois, ça dure 1 heure de temps où je parle d'un sujet tout seul. Moi, ce que je dis à un moment donné, si t'es tanné de m'entendre parler, gêne-toi pas pour m'interrompre et me le dire, là. Puis des fois, je parle longtemps d'un sujet, puis là, je dis, t'es-tu tanné, ou pour pas qu'elle m'écoute par politesse? Ou elle est tannée puis elle veut pas me le dire. Fait que moi, j'ouvre souvent la porte par rapport à elle d'une manière explicite pour que les rapports soient équilibrés. Puis c'est sûr que aussi j'ai partagé le mandat d'être un peu mon garde-fou, dans le sens que si à un moment donné je dis des paroles ou j'ai des comportements qui manquent d'ajustement, ben j'ai dit de me le dire en pleine face. Pourquoi? Ben parce que c'est une personne qui est proche de moi, qui a une relation significative de conscience. C'est ma compagne. Puis je vais avoir bientôt un enfant avec elle. Donc c'est important de dire vraiment les choses. Et c'est sûr que toute personne qui se conscientise peut, dans le fond, avec une personne qui a la confiance, établir une relation où ce que les gens se disent les choses d'une manière transparente, lorsque des manques d'ajustement. Et c'est sûr que moi, à ce niveau-là, comme je l'ai déjà dit dans le cadre d'enregistrements passés, c'est que s'il y a des gens qui écoutent mes enregistrements puis ils trouvent que j'ai des propos qui manquent d'ajustement, peuvent formuler des critiques constructives là, en bas des vidéos que je produis. Et je les prendrai en considération. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça peut m'amener dans certains cas à ajuster ma parole en disant, OK, telle chose, j'ai fait une blague, peut-être que c'est un petit peu exagéré, ou telle chose peut être interprétée de telle façon, donc apporter des nuances. C'est sûr que moi, le concept à partir duquel j'œuvre depuis des années est celui que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que c'est en parlant qu'on en vient à maîtriser la parole, tout simplement. Et si la personne attend que sa parole soit parfaite pour commencer à parler, elle va attendre longtemps ou elle parlera jamais. C'est un peu un cercle vicieux parce que le canal psychique de la communication se dépollue. Mais pour se dépolluer, il faut l'utiliser. C'est comme la personne, si elle pratique jamais de jouer de la guitare, elle ne deviendra pas une guitariste virtuose demain matin, là, du jour au lendemain, en prenant sa guitare. Donc, il y a un volet d'apprentissage, d'épuration de la parole que je fais depuis des années. Et ça va continuer encore. Et c'est sûr que moi, en tant que communicateur, je peux réécouter un enregistrement que j'ai fait il y a 2 ans où, telle place, me semble, j'aurais dit ça autrement. Donc, il y a une capacité d'autocritique que je vise à avoir en moi par rapport à la parole que je tiens au fil du temps pour qu'il y ait un rehaussement continuel du niveau et qui va m'amener plus loin dans ma compréhension du réel. Mais pour en venir à avoir une plus grande aisance par rapport à la parole et fluidité, le constat que je fais, c'est d'être parlé puis de se donner le droit de la parole. Même si ce qu'on dit, c'est pas tout le temps ce qu'on veut entendre. Et la parole à voix haute peut être porteuse d'une plus grande compréhension de la réalité que si on parle tout seul dans sa tête tout bas. C'est sûr que ça peut paraître bizarroïde, là. Je dis pas aux gens de se parler sur la rue, naturellement, mais des fois, je suis chez moi tout seul et je vais parler à voix haute un problème individuel pour regarder comment se place la vibration pour moi. Donc, ça peut donner des résultats. Donc, pour voir, je dis telle chose, me semble je le sens plus que telle autre. Donc, simplement de parler à voix haute, ça favorise le déploiement d'une vibration avec plus de clarté que si on est dans un mode où on réfléchit, là. Parce que la réflexion peut amener une astralisation de la parole, que ça tourne en rond, que la parole soit colorée plus par du mémoriel, tandis que la parole exprimée à voix haute peut être le vecteur de plus grande spontanéité. Donc, c'est ce que j'avais à dire là, par rapport à la parole.
c'est sûr que je vais continuer à faire d'autres enregistrements où ce que je vais sans doute faire référence de nouveau là, à la parole naturellement. Donc, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.